Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Sandra Nkeke. Comment vas-tu ? Je vais super bien, merci, bonjour. Merci d'être à mes côtés. Alors on va évidemment parler de ton album Scars qui est disponible dans une nouvelle édition depuis le 8 mars. Mais avant, je te propose qu'on regarde un petit peu dans le passé. Quel est le premier souvenir lié à la musique dont tu te souviennes ? Waouh. Le premier, tu veux dire de manière consciente ou de manière inconsciente ? Non, le premier souvenir, je pense que c'est ma mère me chantant une berceuse. Waouh. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours été entourée de musique, Ouais. parce que ma mère, elle chantait beaucoup, en tout cas quand elle était là, et à la maison, chez mes grands-parents, où j'ai été en partie élevée, il y avait aussi beaucoup de musique. Par contre, les adultes qui m'ont élevée ne pratiquaient pas de la musique, mais par contre, ils adoraient en écouter. Et un des avantages des familles dysfonctionnelles, c'est que on laisse un peu les enfants se débrouiller tout seuls. Et j'ai très très vite je pense à 5 ans, je savais déjà mettre un vinyle sur une platine. Ok. Donc j'ai très vite écouté de la musique et choisi des disques. Puis en plus, il me semble que Nina Simone a été une artiste qui t'a beaucoup accompagnée. Bah disons que elle continue de m'accompagner. C'est la première fois que je l'ai écoutée. Je me rappelle que tout mon corps s'est arrêté. J'avais l'impression que j'étais un peu figée par cette sensation qu'elle me comprenait. C'était comme si quelqu'un avait lu en moi et racontait mon histoire alors qu'on ne se connaissait pas et qu'on était à plusieurs décennies d'écart, plusieurs kilomètres aussi d'écart. Mais je pense que j'entendais, ou en tout cas je reconnaissais dans sa voix une partie de mes fêlures et de ma rage, mais aussi de ma tendresse. Et à quel moment tu prends conscience que ta voix provoque quelque chose quand tu chantes ? Parce que c'est vrai que tu fais partie de ces voix que l'on reconnaît quand même facilement. Ben, je ne sais pas si j'en ai vraiment pris conscience. Enfin, j'en ai pris conscience pour moi, euh, que le fait de chanter, ça provoquait en moi un bien-être que je ne trouvais pas ailleurs, jamais, et que ça me mettait dans des états, et ça continue de le faire d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de planer et que je suis entre plusieurs dimensions, Mm. tout en étant très très ancré, très là. C'est un peu comme si ça me permettait de réatterrir dans mon enveloppe. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Si. et quant à cette conscience de ce que ça a imprimé chez les autres, non, c'est parce que justement la rencontre avec d'autres personnes qui m'ont tendu des miroirs et visuels et sonores, c'est ça qui m'a permis de comprendre qu'il y avait quelque chose. Mais moi-même, je, ne- je n'étais pas en capacité de voir les ressources que je possédais. Il faut savoir, enfin moi j'ai appris que en fait la scène tu l'as commencé au théâtre et pas en musique. Tu as commencé avec les Sorcerers de Salem. Exactement. En fait, c'est drôle parce que d'abord je m'étais inscrite à la fac parce qu'il fallait bien être indépendante et que une manière d'être indépendante, bah, c'était d'être étudiante et donc d'avoir une mutuelle, une sécurité sociale, partir de la maison et vivre une vie d'adulte. Et donc je me suis orientée vers des études de civilisation et de littérature anglo-saxonne. Mais en fait, je me suis inscrite en sachant pas du tout pourquoi je le faisais. Je le faisais parce que c'est là que j'avais des facilités et puis de l'appétence, on va dire. Mm. Sauf que j'étais pas du tout faite pour la fac et qu'en même temps il fallait que je travaille.
Euh, J'étais pas du tout d'une famille de nantis, on était vraiment classe populaire inférieure et donc je travaillais en même temps que j'allais à la fac, donc c'était un peu compliqué pour moi de suivre les cours. Et puis surtout, je m'ennuyais. Et il se trouve qu'il y a une copine à moi qui m'entendait chanter tout le temps dans les couloirs. Elle m'a dit, écoute, moi je connais un groupe, je connais des gens, en tout cas des artistes, tu devrais les rencontrer. Et ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé à faire des chœurs dans des groupes. Et puis il y a un metteur en scène, donc Thomas Le qui me dit, écoute, je t'ai vu chanter lors d'une jam et je suis à la recherche voilà, d'une actrice pour ce rôle. Et puis est-ce que ça te dit? Voilà, ça s'est passé comme ça. Enfin, pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée voir la pièce, la première mouture de la pièce, et le rôle de l'esclave noir était tenu par une femme non noire à qui ils avaient mis du cirage. Oh. Et à la fin du spectacle, je suis allée le voir, mais vraiment pas du tout en imaginant qu'un jour il me proposerait le rôle. Juste que ça m'avait choqué, genre. Mm. Je comprenais pas pourquoi, bah, tout simplement, il gardait pas l'actrice comme elle était, c'est-à-dire blanche, qu'on allait tout à fait comprendre qu'elle était esclave. Il n'y avait pas besoin de lui mettre du cirage sur le visage et que c'était très violent, raciste et totalement déplacé. Mm. Et c'est marrant parce que autant moi j'avais du mal à me défendre, mais là il y avait quelque chose euh, où je me sentais autorisée à parler. Donc moi timide et plutôt en dedans, là je suis allé le voir direct à la fin du spectacle pour lui dire d'abord que j'avais trouvé le spectacle super, mais que si je pouvais me permettre, voilà, il y avait s'il voulait absolument que la personne soit noire, eh ben, il n'avait qu'à chercher quelqu'un de noir, tout simplement, et qu'il y en avait. Voilà comment ça s'est fait. Et quand il m'a contacté 2 ans après, je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas comédienne, mais si tu me fais travailler et que tu penses que ça le fait, c'est parti. Allons-y, essayons. Et je pense que le fait d'écouter cette petite voix intérieure de, allez, on essaye. Même si on croit qu'on ne sait pas faire, on essaye et puis on voit ce qui arrive. C'était, c'était une, C'était une bonne chose. Je crois Justement, que souvent la petite voix qui nous traverse, pardon de t'interrompre, en fait, elle a souvent raison. ouais. Pas toujours, mais souvent. Bah, disons qu'au moins comme ça, il n'y a pas de regret. Exactement. Il faut essayer. Et justement, tu parles de ta voix. Et quand on parle de toi, on parle de ta voix, mais la voix, elle est aussi au sens très large parce que ta voix, tu l'exploites aussi quand tu écris, quand tu composes. Ça a toujours été une évidence pour toi d'écrire et de composer ou c'est venu un peu plus tard? Ah bah ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est venu plus tard. En fait, j'écrivais, mais pas sous forme de chansons. C'était plutôt des carnets de bord, et je continue toujours de le faire d'ailleurs, mais avec des espèces de poésie un peu bancale, mais que je destinais pas du tout à être mise en musique. Et puis, en travaillant avec des musiciennes et des musiciens, j'ai approché la composition d'abord par la musique, euh, d'abord par le contour musical, puis la mélodie, puis le texte. Et donc, c'est vraiment venu plus tard, notamment au moment où j'ai senti qu'il était important, impérieux pour moi de construire ma maison artistique. Parce que en chantant les mots des autres, les idées des autres, il me manquait quelque chose. Mais en même temps, ce temps de travail avec les autres, moi, il m'a permis d'apprendre tellement de choses. Euh, D'abord des choses sur moi, sur ce que je voulais, je ne voulais pas, je pouvais, je ne pouvais pas, j'avais envie d'essayer. Et sur les contours aussi des métiers artistiques, euh, des partenaires, comment on construit voilà, une équipe avec des partenaires pour défendre ta musique. Parce qu'il ne s'agit pas que d'écrire de la musique, il faut aussi qu'elle arrive vers les gens. Et pour qu'elle arrive vers les auditrices et auditeurs et spectatrices, spectateurs, ben, il faut une équipe, en fait, on n'est pas seul. Donc voilà, il a fallu tout ce temps-là, parce que moi, j'ai pas commencé la musique quand j'avais 5 ans, j'ai commencé tard, enfin tard, plus tard que d'autres. Donc voilà, j'ai essayé de suivre ma temporalité et ce que je trouve assez merveilleux, c'est que la manière d'écrire,
évidemment évolué avec ma personne et avec le temps, et que maintenant, je commence d'abord par les idées, ensuite les mots, ensuite les mélodies et ensuite les arrangements. Oui, alors que tu faisais l'inverse finalement il y a quelques années. Ouais. Et puis en plus, tu t'impliques beaucoup dans tes propres chansons, tu composes, tu écris, on l'a dit. Et au-delà de ça, tu coécris des vidéos et tu réfléchis aussi à la mise en scène de tes spectacles, de tes concerts. Euh, Quand tu réfléchis, est-ce que quand tu crées tes chansons, tu réfléchis, tout un univers qui se dessine autour ou ça vient bien après? Alors souvent quand j'écris, euh, je dessine en même temps. Donc c'est très fortement lié euh, parce que en fait déjà plus jeune, je dessinais beaucoup et c'était pour moi une manière de dire des choses, une manière de parler. Là où parfois je pouvais avoir du mal à trouver les mots justes, ou parfois je connaissais les mots, mais en fait ils étaient trop violents parce que c'était aussi une vie de trauma et de silence et que c'est compliqué de trouver les mots, en tout cas de trouver l'espace de parole. Et donc ma manière de m'exprimer, c'était soit en chantant, soit en dessinant. Et c'est vrai que par exemple pour le dernier, là pour Scars, dans mon carnet, j'ai à la fois les textes écrits, mais j'ai aussi plein de dessins. Mm. Donc, je, quand j'arrive pas à exprimer ce que je voudrais que la chanson dégage, je le dessine. Et, et par exemple, quand j'ai imaginé ce que serait le spectacle et l'expression scénique, j'ai commencé par dessiner des silhouettes, euh, dessiner des idées de décors et qu'on a transformé en lumière avec Didiana Bekoff, avec qui je travaille aux Lumières. Donc oui, l'aspect visuel, euh, il est très important. Il fait vraiment partie de la narration puisque c'est du spectacle vivant. On n'est pas en train d'écouter un disque. Quand on est sur scène, il y a cette tridimensionnalité, voire multidimensionnalité qui est vraiment très intéressante à explorer. Que les gestes que l'on fait, ils racontent quelque chose. Il y a pas que la musique qui raconte des choses. Il y a comment on est habillé, comment on interagit les uns les unes avec les autres sur le plateau, euh, quelle couleur on choisit, quelle intensité on choisit de lumière, quel décor ou pas on choisit. Enfin oui, tout ça, moi, ça m'intéresse. Oui, tu t'y impliques et comme tu l'as dit, tu ne travailles pas ça toute seule. Donc, Non, je ne travaille pas toute seule. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait du théâtre pendant plusieurs années, d'avoir été intégré à une troupe, je pense que ça m'a donné cette appétence-là pour le travail en collectif et pouvoir percevoir tous les abords de la création. Donc, par exemple, j'adore coudre. Je suis pas du tout une pro de la couture, mais j'adore coudre. Donc, si j'ai envie d'une pièce particulière que je ne vois pas, que je ne trouve pas, qui n'existe pas, ben je vais acheter mon tissu puis et puis je couds. Euh, ou en tout cas, ça me permet de préparer une maquette que je vais proposer à d'autres collaborateurs et collaboratrices. Donc oui, je pense que c'est important de, de s'impliquer dans la narration de ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire forcément tout faire, mais en tout cas être motrice, c'est important pour ne jamais être dessaisi de sa propre histoire. mm. Et comme ça, tu as Parce qu'on un fil conducteur. oui, tu as un fil conducteur et tu es sûr que c'est toujours toi au moment où tu es en train de te raconter et tu n'es pas l'objet de la projection ou du désir de quelqu'un d'autre. Mm. Parce qu'on a tôt fait de rencontrer des gens qui vont, avant même qu'on leur ait demandé leur avis, vont nous dire ce qui est mieux pour nous. Oui. Et tes chansons, la plupart du temps, tu les chantes en anglais. Il n'y a pas que de l'anglais. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette langue? Parce que c'est la plus universelle. Non, je crois pas que je l'ai choisi de manière consciente. D'abord, je rappelle que moi, je suis née au Cameroun et que le Cameroun, comme beaucoup de pays en Afrique, a été colonisé par plusieurs puissances européennes. Et puis, celles qui ont laissé le plus de traces sont la France et le Royaume-Uni.
Donc, ils nous ont imposé ces deux langues-là, donc qui sont les deux langues nationales du Cameroun. Donc, au Cameroun, en plus euh, des premières langues, ben, on a le français et l'anglais. Donc, en fait, moi, j'ai ces deux langues-là dans la besace. Je crois pas que, qu'en commençant à écrire, je me sois dit, tiens, je vais écrire en anglais. Mm. J'ai un peu écrit comme ça venait. Et en fait, les histoires et les poèmes, je les écris en français et les chansons en anglais. Et puis, ça s'est transformé au fur et à mesure des années. Euh, Justement parce qu'il y avait besoin de comprendre pourquoi il y avait plus d'anglais que de français et de comprendre que le français était lié au trauma et que tant que ces traumas n'étaient pas regardés, travaillés, soignés, compris, il allait être compliqué de chanter des mots en français que moi j'aurais écrit. Je peux tout à fait chanter des chansons en français que d'autres écrivent, mais les miennes c'était compliqué. Donc voilà, c'est un chemin, euh, c'est un cheminement et je le trouve très beau et je le prends comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est toujours intéressant. Il y a des artistes à qui on demande pourquoi ils chantent en anglais et d'autres pas. Et c'est vrai que par exemple, personne ne m'a demandé pourquoi je ne chantais pas en à ou en voilà ou en étonne ou en, euh, voilà. Mais en tout cas, je chante de plus en plus en français et j'aimerais bien pouvoir justement apprendre la langue du village de mon grand-père maternel. Donc voilà, ça c'est en cours de travail. Bah, justement, tu t'évoques Labo et le nom de ton premier album qui s'appelle, excuse-moi si je le dis mal, mais Mande Saadi, Mhm. ça veut dire petite mère en abo. Et c'est un album Ouais, dans lequel il y a une reprise d'un titre français de Georges Brassens, un titre qui ouais, s'appelle La mauvaise réputation. mm, tout à fait. Et oui, et c'est vrai que Mansa a dit le premier geste, la première pierre de ma maison personnelle, euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce disque, ma mère vivait encore et puis pendant le processus de production, elle est décédée. Et c'était très compliqué pour moi à la fois moi de continuer à vivre sereinement, à travailler et à être en deuil. Et en fait, j'ai eu cette sensation qu'une fois qu'elle est partie, que une porte se fermait et que moi je devenais une porte et que la résonance avec le nom qui m'avait été donné à ma naissance, c'était très très fort parce qu'effectivement j'avais ce sentiment que j'avais été la mère de ma mère. Et, et donc voilà, c'était assez naturel pour moi que ce disque s'appelle comme ça. C'était une manière pour moi, je pense aussi de clore un cycle et d'en ouvrir un autre et aussi de ne pas oublier d'où je viens et une partie de ce qui me constitue. Et puis finalement, il y avait des symboles qui te représentaient aussi là, pour ton premier album. Oui, carrément. Et puis c'est marrant parce que cette reprise de la mauvaise réputation, bah, elle continue à vibrer beaucoup. Les gens ils m'écoutent beaucoup et ça fait vraiment plaisir. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé mais pourquoi Georges Brassens? Mais parce qu'en fait, on écoutait ça mais à tue-tête à la maison. Et moi j'étais fan quoi. Mm. Et même quand je ne comprenais pas ce qu'il disait, parce que des fois il y avait des tournures de phrases quand j'étais petite, je suis là mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je, je comprenais son irrévérence, son intensité et son sérieux dans le travail. D'ailleurs, il y a une exposition qui lui a été dédiée il y a quelques années là à la Villette, et c'était super intéressant de voir tous ces carnets, tous ces agendas, de voir comment il travaillait, enfin, la rigueur de son travail, vraiment comme ouais, c'est un artisan quoi. Il expliquait que c'est pas, il attendait pas d'être traversé par une inspiration. C'est non, tous les jours tu t'y mets et même s'il y a rien qui vient, tu écris. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais tu écris.
Et je trouvais que c'était très puissant comme guide. Tu vois, de se dire, ben voilà, tous les jours, tu te mets au travail. Mm. Sereinement, avec humilité, mais avec sérieux aussi, mais le sérieux de l'enfant. Quand un enfant joue, il est très très sérieux, il est très concentré à ce qu'il fait. Euh, mais il est quand même traversé par de la joie. Donc, essayer de retrouver ça aussi dans l'écriture. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette reprise, c'était à la fois très naturel parce que je l'avais vraiment dans l'oreille depuis petite et c'était aussi une manière pour moi d'expliquer que mon geste artistique, il allait correspondre à rien de ce qui était attendu de moi. Et puis 4 ans plus tard, tu sors un nouvel album. Cette fois-ci, tu le sors aux côtés de... Enfin, tu travailles beaucoup avec un flûtiste qui s'appelle Jidru, avec lequel tu Oui. travailles même encore. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, nous nous sommes rencontrés avec un groupe d'électro qui s'appelle les Troublemakers. Et ça fait un petit moment déjà, c'était en 2004. Donc on a fait une tournée ensemble et on s'est tout de suite très très bien entendu, très vite entendu. Euh, déjà parce que en fait c'était un groupe d'électro donc avec des DJ tout ça et que dès le premier concert ils avaient mis deux micros devant, donc un pour lui, un pour moi, alors qu'on n'était pas du tout les leaders du groupe et on s'est senti un peu genre bon, il va falloir qu'on se serre les coudes. Et en fait voilà, il y a des affinités qui sont difficiles à expliquer, mais je crois qu'on s'est entendu tout de suite et respecté tout de suite et que voilà et que l'envie de collaborer, ouais, elle est née très vite aussi. C'est lui qui a fait moi je l'ai contacté parce que j'avais besoin de quelqu'un pour le graphisme de Manzadi justement, Mhm. sachant que lui il était déjà producteur mais il était aussi graphiste. Donc voilà, et puis il m'a invité sur son premier disque du projet qui s'appelle J-Mob. Et puis voilà, et puis on n'a pas cessé. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'on écrive euh, pour son projet, pour le mien ou pour d'autres, à chaque fois, c'est des manières différentes d'écrire. On a vraiment à cœur d'essayer de nourrir au plus près le projet en lui-même. Donc de pas être concentré sur est-ce qu'on fait comme d'habitude, mais plutôt de quoi le projet a besoin. Mm. Et donc ça passe par beaucoup de discussions en fait. Évidemment, on fait de la musique, mais avant de faire de la musique, on parle beaucoup. On échange sur des films, sur des romans, sur des positions politiques, sur l'histoire, sur les arts plastiques, sur la famille, sur tout un tas de sujets qui nourrissent notre écriture et nourrissent aussi notre écoute respective. Oui. Parce que dans le travail, évidemment, la création est importante, mais l'écoute, elle est très importante. Et puis en plus, tu t'entoures de talents pluridisciplinaires tout autant que toi. Il fait autant de choses que toi, en fait. Ah ben, lui, ouais. En fait, c'est quand même, enfin, c'est une chance aussi d'avoir des personnes voilà, qui sont solaires et très généreuses. Il m'a aidé voilà, à devenir indépendante, à, à appréhender un logiciel de son, les logiciels de montage, Mm. Photoshop, enfin, voilà. Et ce que j'aime dans sa manière de penser, de se projeter, c'est que il y a toujours une solution. Peut-être qu'on ne la voit pas, peut-être qu'on ne l'a pas encore imaginée, mais il y a toujours une solution. Ouais. Et ouais, c'est merveilleux. Et en 2017, votre duo musical te permet de sortir un nouvel album solo. Un album un petit peu plus folk cette fois-ci, où tu parles d'introspection et de nombreuses de tes préoccupations, comme par exemple avec la chanson Hope, où tu parles du sort réservé aux migrants. Alors ça, c'est le troisième. Oui, On est c'est ça? d'accord. Ouais. Oui, c'est ça que tu disais. Euh, oui, bah disons que j'essaye que la musique elle soit au service des idées
Et parmi ces idées, il y a comment le monde que je traverse m'impacte et qu'est-ce que j'ai envie d'en dire et de pouvoir le dire de la manière la plus poétique possible parce que moi je suis pas politicienne, j'ai pas le pouvoir de changer les choses, mais je me dis qu'avec la musique peut-être que voilà, je peux faire en sorte qu'on trouve des clés ensemble quoi. Mm. Et oui, enfin migrant, vraiment ce terme il est tellement violent, Oui. je trouve que euh, mais oui, en fait, je sais que c'est le hasard de la naissance qui fait que je suis là où je suis et que je suis pas dans un pays en guerre et que je suis pas obligé de fuir et que je suis pas obligé de vendre mon corps pour subsister. Enfin, je veux dire, euh, je me disais qu'en musique, si je pouvais redonner un statut d'être humain à des personnes, ben, il fallait que je le fasse. J'aime ta manière de voir la vie. On voit à travers de cette discussion, j'ai l'impression de voir la mienne différemment. Ah oui? Ouais, finalement, d'un autre œil. C'est ça aussi la richesse des conversations et des rencontres et des discussions, en fait. Mm. Mais tu vois, par exemple, sur ce troisième disque là, Calvin Moon Wishes, euh, qui vient après un disque et une tournée, enfin tournée de 2 ans et demi, avec une énergie très très rock finalement. Moi, j'étais aussi dans un moment de transition où j'avais besoin de douceur, où j'avais besoin de ralentir, et où en fait, je sentais que la violence du monde euh, m'impactait très très fort. Euh, le processus d'enregistrement, il était important pour moi. Tu vois, d'enregistrer sans montage. Donc, tout l'album, il a été enregistré dans les conditions du direct, c'est-à-dire que chaque chanson que tu écoutes, elle n'est pas montée. Il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de. Ouais. On a fait plusieurs prises de chaque chanson, mais à chaque fois du début jusqu'à la fin. Et sans clic, ça veut dire que il y avait de la possibilité de variation, d'accélérer, de ralentir un petit peu. Et il y avait aussi des moments improvisés qu'on a gardés. Et ça, je suis contente d'être allée jusqu'au bout de ce geste-là parce que ça raconte le monde dans lequel on est aussi, c'est-à-dire que c'est pas binaire, c'est pas tout lisse, il y a des aspérités, même si on nous demande d'être toujours dans les normes, dans les cadres, dans les cases. Euh, En fait, le monde est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. Et du coup, l'année dernière, tu as sorti un nouvel album qui s'appelle Scars, un album Oui. porté par le titre Sisters, notamment. Je te Oui. propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Super. As your lips turn to blue, when the storm blows the dew, I'll be around just for you, and together we'll stand. I'll come running. Don't be afraid. We'll come running. Don't quit the race. We are sisters, daring harder. Oh, we are sisters, caring. Sisters, you know love
reach out for my hand. Together we'll chase the pain. Your love is lifting me higher. I'm telling you, no place is safer now. No one can break the bond. Your love is making me stronger. Come on and reach out for my hand. Together we'll chase the pain. Your love is lifting me higher. I'm telling you, no place is safer now. No one can break the bond. Your love is making me stronger. 'Cause we are sisters, sisters, daring harder. Oh, we are sisters, daring sisters. C'était Sisters, issu de l'album Scars de Sandra Nkake qui est à mes côtés aujourd'hui. Un titre que tu dédies à tes sœurs de cœur, aux femmes de ta vie et vos rendez-vous, vos impromptus, pardon, et pourtant nécessaires. Un titre très sororal finalement. Écoute, oui, soror, je le deviens de plus en plus, parce que c'est pas comme si je l'avais toujours été. Et je me pense en construction, en cheminement encore. Il y a plein de manières d'être soror, mais oui, c'était impérieux pour moi de remercier toutes les femmes, grâce auxquelles je suis, tout simplement, grâce auxquelles je suis debout, et debout dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'ai pas sombré dans la folie. Euh, Évidemment, mes amis très proches, les femmes de ma famille, mais aussi toutes les activistes que je vois qui me donnent une force incroyable, et juste simplement toutes les femmes qui existent, qui disent qu'elles existent et qui ne s'excusent pas d'exister, et qui m'ont donné beaucoup de force. Cet Et encore album, une fois, il y a pardon, c'est plein moi. de manières d'être soror. Non, c'est moi, pardon. C'est en se soutenant de manière directe, indirecte, mais c'est aussi parfois tu aides quelqu'un juste en étant ce que tu es. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Et je crois que c'est la plus belle chose presque quand on te dit merci alors que tu as l'impression de n'avoir rien fait. Bah oui. Et dans cet album, justement, tu y évoques aussi nombreuses de tes cicatrices. C'est le titre de l'album. Tu dis même que tu affrontes tes douleurs et tu les transformes en graines de partage et de tendresse. Ah, j'ai dit ça. J'essaye. J'essaye parce que c'est pas évident, même si ça s'appelle Scar et que ça sous-entendrait que les blessures sont cicatrisées. Néanmoins, il reste quand même des scories. Il y a quand même des choses à continuer à travailler, mais c'est juste que effectivement, j'étais arrivée à un moment où j'avais envie que mes traumas ils prennent pas toute la place et qu'ils décident pas de la direction de ma vie. Euh, donc c'est pas forcément facile ni simple, euh, parce que quand on a grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec traversée par des violences conjugales, traversée par l'inceste, la violence euh, que ça qui traverse une vie, elle est pas mesurable. Euh, et il m'a fallu des années pour pouvoir ne serait-ce que en parler, ne serait-ce que dire le mot inceste. C'était encore il y a 4 ans, c'était impossible pour moi. Donc voilà, le chemin il est long. C'est encore une fois pourquoi je disais merci à mes sœurs. J'ai une pensée pour Axel Janjike, qui est une autrice camerounaise qui a écrit un podcast qui s'appelle La fille sur le canapé, et dont le thème c'était
les violences sexuelles dans la communauté afro-descendante. Et donc, voilà, elle m'a proposé de faire la musique de ce podcast sans savoir que j'étais moi-même concernée par le sujet. Et évidemment, je l'ai pas dit sur le moment. Et donc, j'ai fait la musique sans écouter le podcast. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que je pense que sinon, je l'aurais pas pu. Et ensuite, j'ai écouté le podcast et pendant 2 semaines, mais je pleurais tout le temps. Euh, J'étais au lit. Euh, Je pense que c'est une forme de dépression, je pense. Avoir l'impression que, bah voilà, que j'entendais ma propre histoire dans la bouche de tellement d'autres femmes. Je dis d'autres femmes parce que c'était surtout des femmes, évidemment, puisque la violence est très genrée. Et, et que, mine de rien, ça m'a permis de devoir faire face. Parce qu'en plus, il y a eu le confinement, tout ça, donc c'est un moment où t'es obligé d'être face à toi-même, que tu le veuilles ou pas. Et je pense que ça a accéléré le processus de travail et que ça m'a permis d'accepter qu'il y avait une partie de moi qui était morte pour toujours et qu'il fallait faire avec, mais qu'il fallait continuer à avancer. Que c'est pas facile, mais qu'il faut continuer à avancer et essayer de reconnaître quels sont les triggers et quels sont les, les endroits de nœuds pour ne pas reproduire la violence et pour ne pas reproduire des schémas ou en tout cas de se mettre dans des situations où pouvoir reconnaître quand une violence t'est faite. Et des fois, les violences, c'est des tout petits trucs. C'est quelqu'un qui va se moquer de toi, c'est quelqu'un qui va te rabaisser. C'est pas que les coups, c'est pas que le viol, la violence. Donc, donc voilà, ouais, Scar, c'est un cheminement qui est fort et j'ai reçu et je continue de recevoir tellement, tellement de messages euh, de personnes qui me disent que ces chansons leur font du bien et je suis très, très émue parce que c'est en fait l'objet, l'intention de ce geste-là, c'était d'écrire comme des petits talismans et que chacun qui écouterait ces chansons se dirait, mais ok, je possède en moi des ressources pour aller mieux. Ça va être long, c'est compliqué, mais je possède en moi des ressources. Euh, voilà, puis j'ai une pensée aussi pour Sophie Asset, qui est activiste et qui a lancé le hashtag MeTooInceste et qui, pareil, en lisant son témoignage, en fait, elle faisait beaucoup, si tu veux. Elle faisait beaucoup de rencontres à quelques mois d'écart. Je me suis dit, ok, il faut que j'arrête de contourner, il faut que j'arrête de mettre sous le tapis. Vas-y. Et pour la petite histoire, en parallèle de ces deux rencontres, on m'a proposé de chanter la chanson du générique de fin d'une série qui s'appelle Alex Hugo, euh, avec Samuel Le Bihan, je crois. Et l'épisode en question traitait de viol. Et je me suis dit, mais non, c'est pas marrant, mais pourquoi est-ce qu'on nous contacte pour ça, quoi? Évidemment, les personnes n'étaient pas au courant, mais ça faisait beaucoup de concordance, Coïncidence. d'alignement. Voilà. Donc, ça voulait dire que, en fait, le temps pour moi, était venu pour moi de mettre la main dans la fange, quoi, d'y aller, et puis, tout en créant des espaces de protection, évidemment, parce que je j'ai pas envie d'en parler tous les jours, Oui. mais en même temps, ça traverse ma vie tous les jours. Ne serait-ce que quand je me regarde, quand j'écoute ma voix, dans des situations où je peux être un peu inconfortable, face à je vais croiser certains types d'hommes, et ben, tout d'un coup, mon corps va se raidir. Enfin, je veux dire, il reste encore euh, ouais, il reste encore des traumas à travailler, quoi. Ça a laissé des traces.
Et dans cet album, tu parles et tu l'as évoqué, tu parles de ta détermination à lutter contre les violences faites aux femmes dans le titre My Heart. Oui, et d'ailleurs, il y a My Heart et puis il y a sa version remixée qui dit Fuck you, I'm not afraid. Donc, je vous emmerde, j'ai pas peur. Euh, oui, détermination parce qu'en fait, il y en a eu autour de moi et qu'il y en a encore. Et que malgré tout, là c'était une pensée pour ma mère, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, elle a quand même réussi à me transmettre ce feu-là, euh, voilà, qu'il faut résister autant qu'on peut. Et c'est vrai que je la vois allongée sur le sol de la cuisine en sang et je me dis, mais voilà, il y a une partie qui est tétanisée et puis l'autre partie qui dit, mais en fait, tu sais quoi, mais même à terre, je vais me relever. Et, et je pense que aussi le patriarcat a ça de très puissant, que il nous fait croire que parce que nous sommes assignés au féminin, nous ne pourrions pas nous défendre. Mais en fait, on ne nous apprend pas à nous défendre. Il n'y a rien qui, euh, dans la narration familiale, permet aux filles de se défendre. Oui. Jamais, jamais. Tout est fait pour croire que c'est ton grand frère qui va te protéger, ou c'est ton père qui va te protéger, ou c'est ton mari qui va te protéger, ou ton compagnon. Euh, mais toi, non. Toi, déjà, t'es pas une personne, t'es un objet de désir, t'es un objet qu'il faut convoiter. Et que si t'es convoitable, c'est génial, t'es trop contente. Euh, Quand quelqu'un te fait un compliment, oh, vous êtes trop belle. Toi, t'es contente alors qu'en fait, tu devrais t'en foutre parce que tu lui as rien demandé. Voilà. Et que tu le sais que tu es belle et que tu n'as pas besoin de Merci, qu'on te je le sais. dise. Ah, merci. Je me regarde, je me kiffe comme je suis. Mais voilà, réintégrer notre corporalité, notre physicalité, c'est important aussi. C'est pour ça que dans le clip, j'ai une espèce de combinaison qui est quasiment, en fait, dans l'idée, je voulais être quasiment nue, mais désexualisée. Mm. Parce qu'il y a aussi cette question-là de l'hypersexualisation du corps des femmes et particulièrement des femmes non blanches. Euh, une forme d'exotisme qui voudrait qu'on soit hyper sexy. En fait, non, c'est juste, j'ai juste un corps avec des seins, des fesses, des cuisses, enfin, comme tout le monde, quoi. Il y a même des mecs qui ont plus de 5 mois, donc calmons-nous. Mais voilà, dire que tant qu'il me reste de l'énergie, j'ai j'ai envie de lutter, de résister, et ça se passe de manière indirecte via la musique. Ça se passe aussi dehors, dans la rue, quand il faut être dans la rue. Et puis, voilà. Et puis en fait, petite, moi j'étais, et je le suis toujours d'ailleurs très timide, mais un- pas incapable, mais quasiment incapable de me défendre. Mais quand une amie à moi a été attaquée, mais là je devenais une furie. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Euh, je me sens portée par la confiance que d'autres ont, mettent en moi et dans les moments de doute, ça me réaffirme, ça me redresse et ça me donne envie de continuer tout simplement. Cet album-là, en plus, tu continues encore à le faire vivre parce que tu as sorti une nouvelle édition qui est sortie le 8 mars et on a très bien compris que rien n'est fait au hasard avec toi. Et évidemment, la date du 8 mars est un symbole, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah, c'est quand même une journée internationale pour les droits des femmes, donc impossible déjà impossible de se taire, mais ce jour-là particulièrement. Donc voilà, la version étendue de Scars est sortie donc avec 3 remixes, donc de My Heart, un remix de Rising Up aussi. Mhm. Euh,
et un remix de Anne Le Masquin. En fait, c'est vraiment les trois chansons qui représentent la, la thématique de la résistance face aux violences qui nous sont faites. Et, euh, et voilà, j'avais envie d'appuyer ces thématiques-là avec un son un peu plus électro, justement pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure de la corporalité, de la physicalité de tu vois, pour danser un peu plus, parce que c'est pas parce qu'on danse qu'on ne réfléchit pas et qu'on n'agit pas. Mais voilà, ne pas être qu'un cerveau, mais se dire qu'on est un cerveau dans un corps et que ce corps, ben, il va bouger. Et le 8, c'est aussi une journée où j'ai croisé Maïlan Chapiron Mhm. et pour le Pop Women Festival et on a participé à une table ronde autour de l'inceste. Donc voilà, c'est une journée intense quoi. Tu parles du corps et tu parles d'intensité. Et c'est vrai que ça me fait clairement penser à ce que toi, tu donnes sur scène, parce que j'ai pu te voir sur scène quand tu es venu au Théâtre de la Colonne à Miramas. Et, euh, et en fait, on sent que chacun de tes mots, en plus, tu prends le temps d'expliquer tes chansons, soit avant, soit après. Mais en fait, l'intention que tu y mets, même quand des fois tu expliques ton propos après, en fait, on le ressent. On le ressent, on le ressent déjà, et je pense que c'est aussi ça la magie de la musique, mais on ressent ton intention et presque ce que tu dis sans forcément comprendre mot pour mot ce que tu es en train d'expliquer. Mais tu as une intention incroyable au-delà de ce que déjà tu donnes en studio et de ce qu'on peut entendre sur la version studio, quoi. Ben merci. Et d'ailleurs, en plus, ta tournée, ça n'arrête pas. Tu es encore en tournée avec cet album et tu passeras même par le Trianon le 3 Oui, octobre. tout à fait. Ouais, ouais. Bah écoute, c'est quand même chouette de pouvoir faire résonner ces chansons aussi longtemps. 2 ans de tournée, c'est beau. On a beaucoup parlé de ton passé. On a aussi parlé de ton chemin de vie et de ces coïncidences qui n'en sont pas, qui sont presque des appels de la vie ou des appels du monde pour toi, pour ton art et pour ce que tu fais. Justement, si tu pouvais parler à la petite Sandra qui n'a pas encore conscience de la voix qu'elle a, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Je lui dirais, en fait, tu sais. En fait, tu sais, vas-y, tu sais. Je crois que j'ai toujours été traversée par cette envie de pouvoir faire de la musique, mais que je me l'interdisais euh, et que je me persuadais que je n'y avais pas ma place et que je n'étais pas capable. Et la puissance et le pouvoir de l'esprit sur le corps, c'est incroyable. Donc ouais, je lui dirais, non, non, tu sais et tu as raison. Donc vas-y. Bah, tu vois, finalement, heureusement que cette petite fille a fait son chemin jusqu'ici. Carrément. Non, et puis, comme tu l'as dit, autant comme peut-être certaines t'ont guidée et te guident encore, je pense que tu fais partie certainement de d'une liste de femmes qui guident peut-être celles et ceux qui nous écoutent. Ça, c'est évident. Bah écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois, je suis, ouais, je me sens assez chanceuse de pouvoir côtoyer des femmes comme la Chica, Jeanne Adèle, Raphaël Nader, Camélia. Enfin, tu vois, il y a une artiste aussi qui s'appelle Maya Mindu, qui est dessinatrice et illustratrice, qui est incroyable. Enfin voilà, nous sommes nombreuses et
Et je pense que il n'y a pas une sororité, il y en a plusieurs, et elles se construisent, elles se nourrissent, elles grandissent. Et que si je suis, encore une fois, si je suis là et que je suis en train de te parler, c'est bien parce que il y a ces femmes-là qui sont en moi. Puis il y en a d'autres aussi dans les familles passées, mais là, pour le présent, celles-là, elles sont très, très présentes, Mm. et très singulières. Et ça, c'est fou aussi de se dire que voilà, en fait, euh, évidemment, il y a de la place pour tout le monde et que la lumière de l'une n'éteint pas la lumière de l'autre, bien au contraire. Donc, allez-y les meufs. Par contre, n'attendez pas d'être autorisé à. Ça n'existe pas. Il faut y aller. Et après, qu'on soit, quel que soit notre tempérament, on est plus ou moins timide, plus ou moins sûr de soi, mais en fait, faut y aller. Faut prendre la place, faut dessiner sa route, faut tracer, quoi. Bah, ta route, tu l'as très bien tracée, en tout cas. Bravo. Ben, je continue. Je Faut. lâche pas tant qu'il m'en reste, tant qu'il me reste de la force. Et c'est pas fini. Ah bah ça, j'en doute absolument pas. Ton album Scars est donc disponible en CD, il est même disponible en vinyle et sur toutes les plateformes, d'ailleurs, comme tes albums précédents, ils sont disponibles sur les plateformes. Youpi, exactement. Je te propose qu'on se quitte en musique sur l'un des titres de ton album et je te laisse même le choisir et l'introduire. Alors, je vais choisir Lose Control, qui est on va dire pas la pièce maîtresse, mais en tout cas la pièce, le feu initial de ce disque, qui parle de la transformation et de ce que l'on doit laisser de côté, ce que l'on doit laisser mourir pour laisser de la place à la lumière. Ça parle vraiment de transformation. Et ça dit à la fin, Nothing can stop me now. Il n'y a rien qui peut m'arrêter maintenant. No one can bring me down. Et personne ne peut me rabaisser. Je crois que c'est une phrase à garder. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir été avec moi. Mais merci à toi. À très vite, j'espère. Mais oui. I'm traveling light to see the dawn. I wanna float to brand new shores. I don't wanna stay here on my own. I've been swimming through rivers of bodies shaking hard. In my dreams, everything is fine. In my core, the dusk arrives, and I don't wanna stay here. No, I don't belong here. Can't you hear my scream into the night? Can't you feel my need? I wanna strive with my road, it's become clear. I wanna try to initiate the rhythm, to start all over again. As I travel through oblivion, can't you see me coming? Oh, I wanna leave this place, and I don't wanna stay here. No, I don't belong here. Further beyond the streams of light, I wanna go. I wanna leave this place.
Nothing can stop me now. No one can bring me down. I hardly touched the ground. My dreams came true. Nothing can stop me now. No one can bring me down.